Attendre de voir si tout est beau. Parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, moi-même, Anthony Delarenne à l'animation. Aujourd'hui, ça va être un épisode très spécial. On va parler du Austin FC, la nouvelle expansion à MLS. Et pour ce faire, je suis rejoint par Antoine Latran. Ça va bien, Antoine? Hello Anthony, ça va, très content d'être dans cette nouvelle édition de Culture Soccer en vidéo. Oui, oui, c'est vrai, c'est on pourrait dire une nouvelle édition pour l'année 2021. On a commencé ça. Puis à date, on est très content. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on a lancé le tout Mm. en vidéo, hein. Exactement, ouais, donc ça fait tout bizarre, mais très content d'être là. Exactement. Il y a plein de nouveaux à Culture Soccer, nouveaux sites, nouveaux podcasts vidéo. Et on va vous annoncer une petite surprise à la fin de l'épisode. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit un peu, aujourd'hui, on va parler du Austin FC, la nouvelle expansion MLS qui est, à ma foi, très intéressante. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je trouvais ça intéressant de peut-être faire le tour sur la situation du soccer au Texas. Parce qu'Austin n'arrive pas seul dans cet État qui est déjà bien garni de clubs professionnels, que ce soit en MLS, en USL Championship ou en USL League One. Honnêtement, il y a 7 clubs au total, donc ça fait quand même beaucoup. Je pense que tous les habitants du Texas sont contents au niveau foot. En MLS, on le sait très bien, avant l'arrivée d'Austin, il y avait Dallas, Houston. Je pense que l'arrivée du Austin FC, ça va les pousser à vraiment essayer d'améliorer les performances. Je ne sais pas si tu es d'humain avec moi, mais par exemple, un club comme Houston, durant la saison morte, a vraiment fait des grosses acquisitions quand même, comme Tim Parker, qui va vraiment rendre, on pourrait dire, la saison un peu plus sereine. On n'est pas certain s'ils vont faire des séries, mais on sent qu'il y a une certaine pression, hein, du côté des autres clubs du Texas. Ouais, en même temps, c'est un peu bizarre parce que Houston, pardon, est en vente. Donc voilà, ils attendent un peu des nouveaux propriétaires, mais en même temps, ils ont signé Tim Parker, comme tu as dit, ils ont changé de logo pour un logo un peu réussi, je trouve, l'année dernière, en faisant rentrant une ou deux personnes dans l'actionnariat. Mais il manque un gros, enfin, le gros investisseur veut vendre. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils font, surtout qu'ils sont à la ramasse par rapport à Dallas en termes de formation. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, parce que Austin va commencer aussi à former et à prendre des jeunes du Texas. Dallas est bien implanté, donc on va voir comment Houston va réagir et comment ils vont un peu lancer leur académie, maintenant qu'ils sont aussi coachés par un ancien coach des U20, en plus américain, Tab Ramos. Donc voilà, on va voir un petit peu comment la formation et le club se développent avec l'arrivée d'Austin. Oui, exactement. Et il y a même des clubs, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans les divisions inférieures. Il y a le Rio Grande Valley, l'ancienne réserve du Dynamo de Houston, qui est désormais un peu plus indépendante, on pourrait dire, qui fait des grosses acquisitions. Ils sont allés chercher l'ancien entraîneur de Houston ou de l'Impact de Montréal, Vilmar Cabrera. Donc, c'est très intéressant. Il y a San Antonio également qui fait très bien en USL. Et il y a le club voisin du Austin FC, le Austin Build, qui sont dans la même ville. Ça va être très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir avoir accès à des affrontements là, durant la saison 2021. Ça serait magique. Oui, et puis il y a aussi ouais, San Antonio qui joue un rôle assez important aussi dans la région. Mais ouais, avec Austin, ce qui est marrant, dommage, on n'a pas la coupe, l'US Open Cup. Ça cette année à cause du Covid, mais je pense que l'année prochaine, comme souvent les premiers affrontements sont régionalisés pour éviter qu'il y ait trop de déplacements. Donc, à mon avis, on aura des duels Bold contre Austin FC l'année prochaine en US Open Cup, ça va être sympa. Oui, et c'est ça. Il y a même un club en USL des Guan avec la réserve du FC Dallas, le North Texas. Donc, il y a vraiment plusieurs clubs dans cet État, l'État du Texas. Et je trouve que la situation niveau soccer, ça se rapproche de plus en plus de la Californie. Je trouve que dans le passé, c'était surtout en Californie qu'il y avait pratiquement une dizaine de clubs. J'exagère, mais tu sais, il y en a 4 en MLS, il y en a 3-4 également en USL Championship, il y en a 2 en League One. Fait que oui, c'est ça, il y a une dizaine de clubs. Et c'est ça, le Texas, ça commence petit à petit à faire la même chose. Il y a à peine 3-4 ans, il y avait seulement 4 clubs, Dallas, Houston, Rio Grande Valley et San Antonio. Donc, je trouve que c'est quand même plaisant de voir que le soccer là, est en pleine explosion là, du côté du Texas.
Surtout que c'est un marché de talents assez intéressant. Il y a beaucoup forcément d'immigration latino-américaine et sud-américaine. Donc, il y a un vivier de jeunes qui est assez intéressant à exploiter. Et comme on disait, il y a surtout Dallas à ce moment-là qui s'occupait de prendre ces jeunes et de les former. Là, Houston veut le faire de plus en plus. Et Austin, à mon avis, arrivera aussi, sans parler des clubs du SL. Donc, ouais, il y a vraiment un coup à jouer du côté du Texas. Et c'est bien que ça se développe dans les villes. Oui, exact. Et pour vraiment rentrer dans le vif du sujet du côté du Austin FC, à la base, moi, je dois t'avouer qu'avec l'administration du club, quand on savait ça allait être ça allait être qui le propriétaire, moi, je n'étais pas vraiment joué avec tout ce qui s'était passé du côté du crew de Columbus. Anthony Precourt a voulu apporter une franchise à Austin. Ça a failli être le crew. On en a parlé quand même assez souvent sur Culture Soccer, donc on ne va pas refaire le scandale Crew de Columbus, mais honnêtement, moi, Anthony Precourt, c'était vraiment pas mon propriétaire préféré en MLS, donc j'ai vraiment commencé à suivre ce club de manière négative, on pourrait dire. Et justement, quand ils ont apporté un autre actionnaire comme Matthew McConaughey, j'ai l'impression que mon avis envers le club a changé petit à petit. Et aujourd'hui, honnêtement, je trouve que c'est un des beaux clubs de l'Ouest. Toi, ça a été quoi ton premier avis quand tu as vu qu'Anthony Precourt lançait une franchise à Austin? Forcément, un peu comme tout le monde, c'était un petit peu de la déception, déjà pour Columbus, parce que ça devait être relocalisé, hein. Et après, il y a eu aussi un sentiment de pourquoi Austin, alors qu'il y avait à l'époque beaucoup de franchises qui pouvaient rentrer avant, style Sacramento. Je crois que Cincinnati n'était pas encore annoncé. Ah, si, 2019, il y a moyen. Mais ouais, il y en avait d'autres, Phoenix aussi, San Diego, qui étaient des villes plus demandées qu'Austin. Donc, c'est un peu de surprise au début, surtout qu'il y avait déjà deux franchises au Texas. Mais je me souviens qu'on avait eu un ancien podcast avec un journaliste là-bas qui s'appelle Jérôme Cortinovis qui nous avait bien expliqué la situation de la ville, qui elle-même avait une équipe de soccer qui a été délocalisée, les Austin Aztecs, à Orlando et qui est devenue la franchise MLS d'Orlando. Donc ils ont eu aussi leur lot de problèmes à Austin et on ne peut pas tout mettre en. On ne peut pas se rejeter sur les fans d'Austin. Alors, donc, on va essayer de leur laisser faire leur première saison tranquillement. Mais c'est vrai que pré-courte, c'est un peu bizarre. Matthew McConaughey, c'est vraiment plus glamour parce qu'en plus, il s'investit à fond. C'est pas comme Will Ferrell au LAFC qui est dans le stade. Là. Matthew McConaughey, il est dans toutes les publicités, vraiment dans les clips de la Ligue. Il fait des voix off pour les pubs. Il a été vu un peu en Europe. Il est voir un match de Chelsea. Il avait un maillot de Austin FC sur les épaules. Enfin, donc, voilà, il est là pour vraiment promouvoir la marque et c'est très sympa. Donc, il y a un peu de mieux, et puis l'équipe, on va en parler, mais l'équipe est très bien faite. Donc voilà, à part prix courte, on est plutôt confiant du côté de Austin. Exactement. Je pense qu'on n'avait rien contre le marché d'Austin. C'était vraiment plus Anthony Precourt. Et on doit l'avouer, jusqu'à présent, il fait quand même bien les choses. Comme tu l'as dit, il est allé chercher Matthew McConaughey, qui est vraiment un excellent ambassadeur pour la MLS et pour Austin. Honnêtement, c'est parfait. Ils sont allés chercher aussi Claudio Reyna comme directeur sportif. Honnêtement, ça, c'était tout qu'un coup, je trouve. Là. Qu'est-ce que tu as pensé là, de voir le Papa Arena rejoindre Austin? Ouais, c'est ça, bon, le père du coup de Gio Reyna de Dortmund, pour ceux qui ne suivent pas, et un ancien aussi joueur des États-Unis. Très bonne signature, franchement. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont allés le chercher assez tôt, il me semble, et il a déjà commencé son travail. Ils ont déjà une académie qui débute un petit peu avec des U14, des U15. Donc logiquement, il y aura des U16, des U17 qui seront prêts à sortir d'ici un an ou deux. Et il a fait du très bon travail à New York City FC, où il était directeur sportif les premières années. Ce qu'il a rencontré à City n'est pas parfait, mais il a fait un bon boulot. Franchement, il a trouvé des belles pépites au niveau de l'équipe première, de l'académie, etc. Donc, plutôt confiant pour Austin avec Claudio Reyna à sa tête, surtout qu'ils ont pris un ancien coéquipier de lui en entraîneur. On en parle un peu plus tard, mais voilà, c'est un mec qui a mis sa patte dès qu'il est arrivé. Et ouais, franchement, assez confiant, très bonne solution. Oui, exact. Et si on continue avec le stade, c'est assez rare qu'une équipe d'expansion débute sa saison inaugurale dans son propre stade. Si on se rappelle des dernières expansions, Nashville sont encore dans un stade de football américain. Cincinnati, ça a été assez long. Même un club comme Atlanta n'a pas débuté dans son stade, Orlando non plus. Donc, c'est vraiment assez rare. Le NYCFC, l'ancien club d'Arena, est encore dans le stade des Yankees de New York. Donc, c'est vraiment assez rare.
Et eux, ils l'ont fait en 1 an et demi. C'est vraiment incroyable. C'est le Q2 Stadium. Je vous invite à aller voir sur Google. Moi, personnellement, j'adore ce stade. J'adore les gradins. Les bancs sont faits en vert, noir, gris, un peu de manière aléatoire. J'adore ça. Il est quand même simple, mais à la fois, il est complexe dans les détails, je trouvais. L'architecture extérieure, c'est quand même assez beau à voir. Et surtout, faire un stade en 1 an et demi, malgré le contexte de la COVID-19 et tout, c'est vraiment incroyable. Le club a géré ce projet de main de maître, je trouve. Euh, Qu'est-ce que tu penses du stade, toi? Ouais, non, c'est vraiment beau. On dirait un petit peu les petites enceintes européennes. Les tribunes sont vraiment un peu comme ce qu'a fait le LAFC d'ailleurs récemment, vraiment des tribunes très hautes, très pentues. Je crois qu'il n'y a pas plus de 30 000, ça va être 25 000 spectateurs de mémoire. Et en effet, il est vraiment beau, il a la classe. C'est cool parce qu'en plus, ce stade en centre-ville, c'était vraiment le problème pendant très longtemps pour amener une franchise. Il y a eu beaucoup de problèmes avec l'Université de Texas qui ne voulait pas qu'il y ait une autre franchise pour concurrencer un petit peu son côté. Et donc, ils étaient vraiment en train de militer contre le stade. Pareil pour le Steamboat, d'ailleurs, du USL, mais on en parlera un peu plus tard. Et donc, voilà, ça a été un problème aussi de dossier une franchise USL, le stade. Et donc, c'est cool qu'ils aient réussi à construire cette magnifique enceinte aussi vite. Et on a hâte de les voir jouer cette année. On espère avec un peu de public. Oui, exact. Et c'est ça, pour revenir à ce que tu disais, c'est un stade de 20 500 personnes, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas un très gros stade, mais je trouve qu'au niveau du Texas, si ils réussissent à remplir le stade à chaque jour, pas à chaque jour, à chaque jour de match, oui, je pense que ça va être quand même déjà un bon exploit quand on voit les attendances du FC Dallas ou de Houston. Donc, vraiment, je pense que ils n'ont pas pensé trop gros. Et il vaut mieux avoir un stade rempli de 20 000 qu'un stade à moitié rempli de 30 000. Là. Oui, puis c'est un peu la mode en MLS, de toute manière. Quand on regarde les nouveaux stades de Cincy, de Minnesota, de LAFC, voilà, toutes ces nouvelles enceintes, ils ont compris que ça ne servait à rien de faire trop gros parce qu'ils n'avaient pas tous rempli à 50 000 personnes. Donc, ils se mettent tous entre 20 000 et 50 000, 20 000 et 30 000, et c'est une très bonne idée parce que ça fait des ambiances assez folles. Non, franchement, très bon truc. Surtout que il me semble que les abonnés ont été, enfin les abonnements pour l'année ont été sold out en quelques heures. Donc, là, ça a été très réussi à Austin. Il y a un vrai engouement de la ville autour. Je regarde un petit peu les médias locaux qu'on préparait là et ils en parlent pas mal. Donc, ouais, il y a un bel engouement, surtout que c'est la première franchise de sport majeur à Austin. Il n'y a pas de NBA, NFL, MLB ou NHL. Donc, c'est une très bonne chose à Austin. Ouais, il y a un vrai engouement. Ouais, honnêtement, ils ont vraiment le champ professionnel, le champ de sport professionnel libre. Ils vont vraiment pouvoir là, mettre le paquet niveau marketing. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Je trouve que le club, jusqu'à présent, fait très bien au niveau marketing. C'est pratiquement un sans faute. Écoute, par exemple, leur partenaire, leur sponsor pour le maillot, Yeti, c'est une compagnie de la région. Donc, ils misent vraiment avec les partenaires de la ville. Et en même temps, ça va un peu dans le même sens de ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est puisqu'il n'y a aucun club professionnel dans la ville, ben, toutes les grandes entreprises de la région, ben, ils veulent absolument être affiliés avec Austin FC et ça fait vraiment, je trouve, un bel écosystème entre le club et les entreprises de la région. Après ça, il va y avoir les partisans qui vont aller au stade. Donc, je trouve que ça fait vraiment un très beau cycle. Et c'est ça, dans la même voie du marketing, au niveau du maillot, moi, je trouve on a eu quand même beaucoup de critiques à propos du Austin FC, que le maillot était très simple. C'était juste un maillot avec des barres lignées. Mais en même temps, moi, je trouve que ce design-là a été très peu utilisé en MLS, les bandes verticales. Et justement, je pense ils vont vraiment pouvoir intégrer cet élément à leur identité. C'est vraiment un chapeau marketing. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du maillot du Austin FC? Moi, j'aimais beaucoup. En fait, j'aime bien les couleurs, le noir et le vert déjà. Je trouve que ça va bien ensemble. J'avais beaucoup aimé le logo quand il avait dévoilé. Il est assez simple, mais il est beau en même temps. Le problème du maillot, c'est que dans mes souvenirs, déjà, j'aime pas trop le blanc qui est dedans. Et je me souviens que quand on l'avait posté sur Culture Soccer, plein de gens m'avaient pointé le maillot de Sassuolo, je crois, qui est Hmm. quasiment pareil. Donc, à part ça, sinon, franchement, c'est réussi. C'est en effet un motif qu'on voit peu en MLS. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Et je pense qu'il sera assez porté, malgré le manque de, voilà, non, dans l'effectif, enfin, de grosses stars. Je pense qu'il se vendra pas mal. Donc,
un beau maillot, un beau logo et des campagnes marketing très réussies. Donc, ouais, marketingement, c'est un truc, surtout qu'ils font beaucoup de travail sur le bilinguisme, beaucoup de campagnes en espagnol et en anglais. Donc, franchement, c'est pas mal. Oui, exactement. Puis ça, justement, que pour mettre une petite preuve de leur marketing anglais, espagnol, tout récemment, pour leur pré-saison, pour être bien prêts, ils ont lancé la Copita, qui est un tournoi de pré-saison avec d'autres clubs du Texas. Donc, ça va être très intéressant à voir le tout aller. Il va y avoir le Austin FC, le FC Dallas, le Dynamo et même je pense, quelques autres clubs des divisions inférieures, si je ne me trompe pas. Ouais, ben, il va y avoir San Antonio. Ouais, c'est ça. Ça va être une belle petite compétition. Ça va être intéressant à voir aller. Je pense même qu'il va y avoir le OKC Energy, qui n'est pas une équipe du Texas, mais qui se joint à la fête. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. C'est rare que les clubs MLS mettent autant d'efforts sur un tournoi pré-saison au niveau marketing et tout. Il y a vraiment une identité derrière ce tournoi-là. Ça peut même devenir une sorte de tradition. Là. Je trouve que c'est très bien. T'en penses quoi de ce genre de choses? Ouais, c'est une bonne idée, surtout pour préparer une pré-saison avant une saison d'expansion. Ça fait un peu monter la sauce avant que les fans arrivent. Donc, c'est cool. Mais ouais, ça existe un peu en MLS. Il me semble que Chicago, Columbus aussi ont des petits scoops un peu comme ça régionales pour les pré-saisons. Mais ouais, non, une très bonne chose. Et on va voir un petit peu ce qu'ils font sur le terrain après. Mais ouais, c'est sympa pour l'ancrage local. Exactement. Maintenant, si on rentre dans le côté sportif, toi, quand tu as entendu la nomination de Jeff Wolf, à quoi tu as pensé directement? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu as des doutes? Alors, c'est marrant parce que je me souviens que je l'ai vu, cette nomination, quand on faisait un podcast avec Eddie, il me semble. Ça a été sorti en plein milieu d'un podcast et franchement, c'est plutôt cool. Ma première pensée, c'était ça parce que Austin avait l'air de ne pas se positionner comme un futur Atlanta ou Miami. Tu vois, ils avaient l'air de plutôt garder le profil assez bas malgré les marketing cool, tu vois, mais ils n'arrivent pas en disant on va tout casser. Et Josh Wolf, c'est un mec qui était, enfin moi je le connaissais pour être l'assistant de Berhalter à Columbus et aux États-Unis, où il a aussi été joueur, hein, mais c'est surtout ce côté assistant. En fait, il y a eu une époque où il y a beaucoup d'assistants qui revenaient tout le temps dans les noms de mecs qui allaient potentiellement devenir entraîneur d'une équipe première. On en a toujours aujourd'hui, hein, notamment à Seattle, mais les mecs comme Josh Wolf étaient tout le temps cités à chaque fois qu'il y avait un rôle possible en MLS. Et quand j'ai vu qu'il prenait Austin, je trouvais ça cool parce que Berhalter a une vraie identité. C'est vraiment un mathématicien du sport, un mec qui beaucoup sur son équipe et sa tactique. Moi, j'aime beaucoup Berhalter. Et je pense qu'avec Josh Wolf, il l'a dit en interview, ce ne sera pas exactement la même chose, mais je pense qu'il a beaucoup appris de Berhalter. Donc, c'est un beau pari. En plus, ils l'ont nominé vraiment dans mes souvenirs il y a 2 ans. Enfin, c'était vraiment il y a un Ouais, bail. ouais. Et même avant Reina, peut-être. Donc, ouais, non, c'est cool. Il a dû, à mon avis, superviser les équipes de jeunes pour qu'ils jouent aussi de la même manière que son équipe première. Donc, Josh Wolf, franchement, plutôt bon coup. À voir après la première saison, hein, mais je suis assez content de sa nomination. Oui, exact. Puis, comme tu l'as dit, il a pris d'un des meilleurs qui est désormais au poste de la sélection américaine, Greg Berhalter. Moi, je pense que ça va être vraiment intéressant de le voir aller. Puis, je pense que le, euh, le Austin FC, c'est le genre de club qui vont être assez patients. Donc, tu sais, je pense pas qu'après une saison, s'il ne se qualifie pas pour les playoffs, il va être renvoyé. Et il est quand même bien épaulé. Il y a David Arnaud, l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, du DC United, qui est vraiment un natif du Texas. Donc, tu sais, juste avant l'Austin FC, d'ailleurs, il était assistant entraîneur chez le Dynamo de Houston. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir aller ce duo-là. Mais non, honnêtement, moi, j'ai confiance et je pense surtout qu'est-ce qui va être le plus important, c'est que le Austin FC lui laisse la chance Mhm. de connaître l'effectif, de vraiment s'acclimater à la MLS. Donc, si le club est assez patient, je pense que ça pourrait devenir payant assez rapidement là, dans quelques saisons. Là. Ouais, et un point aussi que j'aime bien, en fait, récemment, je me suis posé la question en voyant Thierry Henry démissionner assez vite et en voyant aussi un peu ce qui restait après Tata Martino, Frank De Boer, etc. En fait,
Je trouve ça assez intelligent de prendre des coachs américains, c'est pas ou canadiens, c'est pas du nationalisme, mais c'est juste qu'il y a finalement une sorte de stabilité et de longévité que tu n'auras pas avec un coach étranger, parce que la plupart des étrangers qui viennent en MLS, soit ils vont rentrer chez eux parce que problèmes familiaux, etc., soit ils vont essayer de retourner en Europe parce que c'est là qu'ils veulent exercer, à part ceux qui sont vraiment complètement, je ne vais pas dire blacklistés en Europe, mais ceux qui ont un vrai avenir aux États-Unis, comme Johan If. Mais les coachs étrangers, souvent, ne sont pas dans une logique de plus de 2-3 saisons. Et donc, avec une expansion, franchement, Josh Wolf, s'il fait du bon boulot, peut-être qu'il restera 5-6 ans. Donc, c'est franchement pas mal de ce côté-là. Et j'espère qu'il réussira parce que ouais, c'est un mec très sympathique aussi. Donc, voilà. Ouais, t'as vraiment raison. C'est rare qu'un entraîneur européen vient en MLS pour faire sa carrière-là. Il utilise souvent la MLS comme un peu les joueurs qui ne sont pas américains ou canadiens. Ils utilisent vraiment la ligue comme tremplin. Donc, c'est sûr, ça, comme tu dis, ça leur assure une certaine stabilité avec aussi un assistant qui vient de la région. Donc, aussi, ça, tu te dis, ben, l'assistant, il y a des fortes chances qu'il reste assez longtemps. Donc, non, moi, je pense que le staff là, technique avec Claudio Reyna et tout, je pense il y a quand même beaucoup de potentiel, mais ça reste à voir. Tu sais, parfois, il y en a qui sont assistants et quand il vient le temps de devenir entraîneur-chef, ça ne marche pas toujours, mais je pense que Wolf a appris d'un bon avec Berhalter. Donc, ça va être vraiment très intéressant à voir aller. Et comme tu l'as dit, il est en poste depuis près de 2 ans. Donc, il a pu avoir j'ose croire qu'il a pu avoir un peu son mot à dire du côté sportif. Euh, Avant de rentrer plus en profondeur dans le sportif, c'est lequel pour toi le joueur clé de l'effectif? C'est compliqué parce qu'il y en a pas mal que je ne connais pas. Enfin, j'ai fait ma recherche, mais des joueurs désignés qu'on ne connaît pas en MLS. Donc, j'aurais un peu de mal à en pointer. Ouais, en fait, ouais, il y en a un peut-être qui sort du lot parce qu'ils ont mis de l'argent dessus, c'est Alex Ring. Ils ont mis 750 000 dollars d'allocation avec 500 000 en bonus au NYCFC. Et c'était vraiment un milieu, il est dans la fleur de l'âge, 29 ans. Il peut te faire 3-4 saisons au très haut niveau. Et à New York, il était vraiment bon. En fait, j'étais surpris quand New York l'a laissé partir, même si c'est beaucoup d'argent en MLS pour un transfert à MLS. Mais assez surpris qu'il ait laissé partir. Et il est capitaine à New York. Donc, à mon avis, Alex Ring, il a moyen qu'il porte le brassard et qu'il soit la pièce maîtresse en tant que numéro 6 ou numéro 8 de ce côté-là. Oui, Et toi? exactement. Ring, là, c'est vraiment une belle pioche du côté d'Austin. Pour moi, c'est leur plus gros transfert parce que je pense que comme tu l'as dit un peu, je ne connais pas leur joueur désigné, mais non, vraiment, ça va racheter de l'expérience. C'est un joueur que Claudio Reyna connaît de son passé avec le NYCFC. Donc, je pense vraiment que ça va être un peu la pièce maîtresse, la stabilité sur le 11 partant. Sinon, moi, un autre joueur que j'avais noté, c'est Nick Lima, qui retrouve enfin son poste de prédilection. Il va retourner en tant que latéral droit. Je pense que ça va être vraiment intéressant. C'est un joueur que peut-être ceux qui suivent un peu de loin la MLS ont peut-être perdu de vue durant les 2 dernières années, mais vraiment, Nick Lima avait tout qu'un potentiel. Et même souvent appelé en sélection américaine. Donc, vraiment, je pense que ça va être intéressant de voir ces deux joueurs aller. Mais c'est ça, tantôt on parlait du marketing. Je trouve que le côté sportif du Austin FC a quand même une logique marketing également derrière. On le sait, Austin, c'est une ville avec beaucoup d'hispanophones et je pense qu'ils ont vraiment ils ont vraiment pensé en créant l'effectif, en signant les joueurs, que aussi que la population puisse se voir dans les terrains, qu'il y ait vraiment des idoles qui ressemblent à eux. D'ailleurs, parmi les joueurs américains, il y a Diego Fagundes qui ont signé, qui est d'origine hispanophone, Daniel Pereira qui vient du Venezuela, mais qui est aux États-Unis depuis son high school. Il y a Hector Jiménez ou bien même Nick Lima qu'on vient de parler. C'est tous des Américains ayant des origines latines. Puis ça, je pense que les partisans dans les gradins, ça va être leur joueur favori, nul doute. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté marketing qui est, on pourrait dire, assez rare en MLS. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi ou... C'est un peu compliqué parce qu'en vrai, j'y ai pensé. Il y a peut-être moyen que ce soit fait exprès, mais en même temps, il y a beaucoup déjà d'Américains qui sont hispanophones.
en général. Donc, tu vois, les Ouais. Nick Lima, etc. Et il y a beaucoup de latino-américains en MLS en général. Mais c'est vrai qu'il y en a particulièrement beaucoup et ils ne sont pas allés chercher le gros nom européen. Donc, il y a une logique sûrement derrière. Ils ne sont pas allés chercher une star européenne et ils sont allés plutôt chercher deux joueurs désignés, là, Pochettino et Dominguez. Ce sont des mecs qui viennent d'Argentine ou je crois que les deux peut-être, viennent d'Argentine ou de Colombie. Bref, mais c'est des mecs oui, qui sont allés chercher en Amérique du Sud pour. Ils sont pas. En plus, pardon, Pochettino, il a 25 ans, donc c'est pas non plus un petit jeune inconnu. Donc peut-être qu'il essaie d'attirer les foules qui regardent le championnat argentin ou qui connaissent un petit peu le football latino-américain. Mais sinon, c'est vrai que, comme je te l'ai dit, ils ont déjà un public. Enfin, le public est déjà intéressé par le soccer, vu qu'ils ont Ouais. déjà sold out le stade. Donc, ils n'ont pas besoin de grosses stars pour amener du monde sur le terrain. Et peut-être, tu vois, le marketing latino-américain et tous les joueurs qui parlent espagnol dans l'effectif sont une conséquence de cela. Oui, exact. Fait que, ben, on pourrait y aller, peut-être pas poste par poste, mais on pourrait dire par catégorie, regarder les Ouais. milieux, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Si on commence au poste de gardien, il y a aucun, on pourrait dire, grand nom à ce poste. Moi, je pense personnellement que le gardien partant, ça va être Andrew Torbell, qu'on a Mm. vu avec le coup de Columbus la dernière saison, qui a même joué des matchs de série éliminatoire lorsque oh non, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas. Ouais, dans Columbus, ouais. Quand Ouais, exact, Eloy Roux exact. était blessé. Ouais. Ouais, donc Tarbell a quand même débuté quelques matchs la saison dernière en MLS et il a bien fait. Donc, je pense que ça va être lui leur gardien partant. Mais je pense quand même que Brady Scott sera pas loin. Mm. L'ancien espoir du Nashville SC qui a directement été signé en expression draft par Austin. Est-ce que toi aussi tu penses que ça va être Tarbell le gardien numéro un? Ouais, je pense que ça va être belle une ou deux saisons. Et puis Brady Scott prendra la relève une fois qu'il sera parti. Scott, comme tu as dit, il a été espoir à Nashville, mais c'est aussi un U20 américain. Il a joué un petit peu en Allemagne, à Köln. Donc, malgré son âge de 21 ans, c'est un mec un peu expérimenté qui a pas mal voyagé. Je pense qu'il prendra le rôle une fois que Tarbell. Enfin, Tarbell est pas mauvais. Il est vraiment sorti des beaux matchs avec Columbus. C'est une bonne doublure en MLS, mais je pense que voilà, il est là en attendant que Brady Scott se révèle un peu plus. Ouais, et si on continue en défense, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que moi, personnellement, je suis pas très confiant de la défense. Il y a peut-être Nick Lima que je trouve qui ressort du lot, mais à part ça, j'ai pas beaucoup de confiance envers cette défense-là. Est-ce que tu es du même avis? Ça va. Je trouve qu'elle tient la route, pas pour être champion en MLS, mais pour se qualifier en playoff, ça veut passer. C'est pas le domaine qui me fait le plus peur. Je pense que voilà, tu auras Nick Lima et Ben Sweat à gauche. Sweat n'a pas fait une saison incroyable à Miami, mais à NOCFC, il était plutôt bon. Et puis au milieu on aura, je pense, Bisler. Peut-être qu'il sera capitaine d'ailleurs. Je disais Alex Ring, pardon, mais Bisler pourrait être capitaine. Et à côté de lui, Sean Cascante. J'ai vu, là, ils ont signé un jeune de 22 ans de Guarani Romagna, qui apparemment est plutôt bon, mais j'avoue, je ne le connais pas parce que enfin, je regarde pas le championnat colombien, donc voilà. Mais c'est un défenseur central qui est censé être bon. Jiménez, je pense qu'il est là en tant que remplaçant, et il y a un drafté, Freddy Kliman aussi, qui est défenseur central, qui a été drafté en 11e position, donc lui, il a aussi un peu de chances d'émerger, mais leur coach est une bonne. Oui. Moi, pour ma part, la défense de Austin, c'est ça. Je ne suis pas très serein à l'idée. Je pense que s'ils veulent, ils veulent quand même que ça passe bien, il va vraiment falloir que Matt Besler ressorte du vieux Matt Besler, pas celui des 2 dernières saisons. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'il soit en forme. Et à 34 ans, j'ai quand même un peu peur, là, donc j'ai j'ai vraiment, c'est ça. Moi, je pense que pour ma part, en défense, Matt Besler va vraiment devoir être en forme s'il veut passer. Si Austin va avoir des chances de, pourquoi pas, se qualifier dans les dernières places qualificatives, mais sans une bonne performance de Besler, je vois pas le club aller très, très loin. Je ne sais pas si tu es du même avis. Ouais, non, bien sûr, c'est le taulier un peu de cette équipe en défense. Je pense qu'il peut encore faire une ou deux bonnes saisons enfin, un peu ce qu'a fait Parkhurst à Atlanta, notamment, tu vois, un peu le vétéran de la ligne arrière. Donc, ouais, il y a moyen. Je pense qu'il pourra sortir une belle saison et les mener en playoff. Oui, parfait. Puis maintenant, si on continue
au milieu de terrain, à part Alex String, est-ce que toi, tu disais que la défense, c'est pas on pourrait dire la place qui te faisait le plus peur. Est-ce que c'est au milieu de terrain que ça te fait le plus peur? Non, 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 c'est devant, clairement. Le milieu de terrain, il est bon. Il y a de très bons éléments. On parlait d'Alex Ring. Tu as aussi John Gallagher. J'aime beaucoup qu'il soit allé chercher ce mec à Atlanta. Il a 24 ans, il faisait pas beaucoup de matchs. Mais c'est très cool qu'il soit là parce que c'est un bon milieu offensif qui pourra un peu créer le surnombre en attaque. Pochettino, leur joueur désigné de Tallas, je ne connais pas forcément énormément, mais apparemment il est très bon. Il a 25 ans en plus, donc c'est pas un tout jeune. Je pense qu'il fera un milieu à 3, justement, Pochettino, Alex Ring en numéro 6, et puis peut-être Fagundes au troisième milieu. On a aussi Sébastien Berhalter, fils de Greg Berhalter, ce qui est marrant, parce que c'est Josh Wolf était l'ancien assistant de Ouais. Berhalter, donc voilà, qui est prêté par Columbus. En tout cas, c'est rare en MLS. Je pense pas qu'il jouera beaucoup, mais voilà, il est là pour faire des bouts de match. Leur premier pick de Super Draft aussi, Daniel Pereira, est un milieu de terrain. On a Jared Stroud des Red Bulls. Enfin, il y a du monde. Je suis plutôt confiant de ce côté-là. Je pense que voilà, ce sera Ring, Pochettino, Fagundes, et puis après Gallagher notamment pour faire un peu la rotation. Donc un très bon milieu, je trouve. Oui, moi j'ai assez hâte de voir Fagundes dans un autre uniforme. Sinon, moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir en Daniel Pereira. Premier choix du draft. Je pense qu'il y a quand même les qualités pour réussir en MLS, donc ça va vraiment être intéressant. Je pense que si Daniel Pereira a vraiment une très bonne saison de rookie, ça peut vraiment changer la saison d'Austin. Donc, non, je pense que ça va être très intéressant. Donc, toi, c'est vraiment en attaque que tu as peur. Ouais, voilà. Il y a des bons joueurs. Je pense qu'ils jouent en 4-3-3 avec donc l'autre joueur désigné, c'est Leo Dominguez. À mon avis, devrait jouer sur un côté. Il a été acheté à Independiente, c'est le numéro 10. Il a 17 sélections au Paraguay, donc c'est un mec qui est expérimenté quand même, malgré voilà, 26 ans. C'est un taulier, à mon avis. Et il y a aussi Rodney Redes, qui est un jeune de Guarani. C'était la toute première signature d'Austin. Et lui devrait jouer sur l'autre aile. Mais après, en fait, c'est en pointe surtout. Parce que même sur les ailes, tu peux encore mettre Gallagher. Comme je disais, il peut jouer sur l'aile. Tu peux mettre Kikuta Mané. Mais Kikuta Mané, il a fait des saisons bof l'année dernière à Cincinnati puis à New England. Par contre, le numéro 9, c'est Danny Olsen. Et Danny Olsen, il est pas mauvais, mais c'est un attaquant remplaçant à MS, je trouve. C'est du même à Kaby que, je sais pas, moi, Will Bruyne enfin, il y avait d'autres, mais enfin, j'avais du mal à trouver en fait, d'autres remplaçants. Mais ouais, il y avait des meilleurs mecs qui allaient chercher. Danny Olsen, j'ai été circonspect du fait qu'ils allaient le prendre. Ça me fait un peu penser à LAFC. Je me souviens, ils avaient commencé la saison avec Ureña en numéro 9. Il n'a pas fait long feu. Ils sont tout de suite allés chercher Christian Ramirez après. Parce que Ureña n'était pas assez bon et ils n'avaient pas trouvé d'autres numéro 9 avec des contraintes salariales. Je pense que Danny Olsen sera un peu la même chose. Ils ont commencé avec lui et petit à petit, ça va être moins bon. Donc voilà, moi c'est juste le poste de numéro 9 en fait qui me fait peur. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas avec Daniel Olsen que tu vas gagner la Coupe MLS. On sait avec la COVID-19, il y a quand même eu des perturbations sur le marché des transferts. Peut-être que justement, Austin FC attend à l'été pour aller chercher un bon BU. Euh, donc, non, c'est ça. Daniel Olsen, je pense pas qu'il va être le partant de toute la saison. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est quand même assez logique que Austin aille chercher un autre BU. C'est ça, Ouais, justement, au mercato d'été, là. c'était vrai. Parce que là, leur seul doublure, c'est Aaron Schoenfeld, le mec de Minnesota, mais il a déjà 30 ans et même à Minnesota, il faisait des bouts de match. Enfin, ouais, je pense qu'ils vont chercher un mec cet été, voir. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils signent. Tu vois, tu as Kei Kamara qui est libre. Il me semble qu'il a toujours pas signé quelque part. Bon, après, tu as des mecs comme Falendo Hadi ou Dom Dwyer, là, si tu veux faire un pari un petit peu compliqué. Mais en gros, tu as quelques attaquants libres, expérimentés, qui pourraient prendre la suite de Hawson si ça marche pas. Ça se trouve, ils joueront avec un des Dominguez ou Redes en pointe. Je ne connais pas assez ces joueurs pour dire, mais en tout cas, pour l'instant, le seul numéro 9 partant, c'est censé être Hawson et ça me paraît pas assez, ouais. Ouais, et je pense pas que c'est Kekuta Mane qui va jouer BU. Ah non, clairement pas. Et- Donc, ben, c'est ça pour finir sur la CNFC. Je pense que c'est vraiment une franchise avec beaucoup de potentiel. Je pense que sur l'effectif, il y a encore quelques trucs à travailler.
mais en même temps, la saison n'est pas encore commencée. Le mercato d'été risque d'être assez chargé également. Donc, je pense qu'il va falloir être patient avec l'Austin FC, mais je pense que sur le long terme, ça peut être un des projets les plus intéressants à MLS. Mm. Non, clairement, et puis c'est un peu une ville, enfin, c'est une ville qui a l'air trop sympa et qui est bien, qui est vraiment dans la vibe du soccer, assez hipster, etc. Je pense que ça va prendre. Oui, exact. Et tu parlais que la ville, c'est une ville assez hipster, une ville de soccer. Et avant l'Austin FC, il y avait le Austin Bold. Et je voulais finir l'épisode sur cette équipe parce que moi, quand j'ai entendu l'Austin FC, j'étais sûr que pour le Bold, ça allait vraiment être terminé. Je voyais mal, justement, un club avec aucune équipe professionnelle en avoir deux tout d'un coup. Et finalement, ils ont décidé de continuer leurs activités et même, je pense que la saison prochaine, il va être plus compétitif que jamais. Il y a Jason Johnson qui arrive du Phoenix Rising, Omar Gordon qui arrive de OKC Energy, Sean O'Coley, l'ancien joueur du NYCFC qui arrive de Orange County, ou même Stefano Pino, l'ancien d'Orlando. Donc, vraiment, ça va être une attaque vraiment électrisante pour le Bold. Et quand j'ai analysé un peu les deux stades, j'ai réalisé qu'il y en a un qui est au centre-ville, l'Austin FC, et l'autre qui est en banlieue. Donc, je pense qu'il y a moyen de cohabiter entre les deux clubs et pourquoi pas même un jour une affiliation. Ça pourrait être très intéressant. Euh, Ouais, Juste, toi, je suis pas sûr sur ce point parce que le Bold, ils avaient été contre l'arrivée de SNFC. Ils ont signé une pétition pour pas que le stade soit compris. C'est le Bold appartient à Bobby Epstein, qui est le mec qui gère aussi le circuit F1. Il est super riche et je pense que c'est pour ça que l'équipe n'a pas disparu parce que l'impact financier n'est pas forcément le plus important pour eux. Et il y a eu plein de problèmes parce qu'ils ont dit notamment que Austin FC a dit qu'ils avaient recruté leurs employés, enfin les employés de cet homme, Bobby Epstein, pour signer la pétition contre Austin FC. Donc, je ne pense pas ouais, qu'ils non, on seront va bons oublier. copains. Mais ça va faire des belles rivalités, ceci dit. Et en plus, le Austin Bold, ils aiment se faire connaître. Je me souviens qu'ils avaient signé pour la première saison de Dario Conca, qui était l'ancien joueur le mieux payé du monde. Enfin, il y avait eu quelques petits coups comme ça. Ils avaient essayé de faire venir Ocean Bot aussi à une époque. Donc, non, ça va être marrant. Ouais. Non, non, c'est ça. Le Bolt, c'est vraiment une équipe hors norme en MLS. C'est ça, à un moment, il y avait même Kleber, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, un ancien international brésilien qui a fait 7 sélections, qui a joué pour les plus grands clubs au Brésil, pour Sao Paulo, Palmeiras, Grêmio, Coritiba. Donc, c'était vraiment. Ils ont quand même fait des grosses acquisitions. Je pense que là, ils sont un peu moins dans ce paraître-là avec des gros noms qui ne font pas grand-chose. Maintenant, ils vont plus vraiment avec des bonnes signatures USL. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Donc, on va suivre ça à côté du Bold. Sinon, est-ce que tu as un dernier mot sur le Austin FC? Juste qu'on a vraiment hâte de les voir parce que ça fait 2-3 ans qu'on les attend et que c'est une ville qui a l'air de adorer le soccer, là où Dallas et Houston ont du mal à ramener du monde dans leur stade. Donc voilà, on a trop hâte de voir les fans survolter sur le terrain. Exactement. Donc, merci beaucoup à toi, Antoine. Mais avant de nous laisser, au début de l'épisode, j'avais parlé d'une petite surprise que Culture Soccer on faisait avec l'arrivée du site, l'arrivée des podcasts vidéo. Eh bien, pour fêter la fin de l'hiver au Québec et le début de l'été en France également, on, on a décidé de faire des belles tuques donc, c'est des types Culture Soccer avec le nouveau logo. Et donc, vraiment, là, dans les prochains jours, on va vous fournir plus de détails de donc, comment les acheter, à quel prix, la livraison, des choses comme ça. Mais juste pour vous dire, pour ceux qui écoutent le podcast dès aujourd'hui, là, que les trucs s'en viennent et on est très content de vous les partager. Je pense que ça va être un prix très raisonnable, vraiment facile à acheter. Donc, vraiment, on est très content. Est-ce que tu as hâte de porter ta tuque, toi, Antoine? Très, très hâte. Il va falloir un peu attendre parce qu'il commence à faire bon ici, mais ouais, non, clairement, ça ira bien avec le maillot Culture Soccer de l'année dernière.
Exactement, ça va être une belle combinaison. Donc, merci beaucoup, Antoine, pour ton passage à l'émission. Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté. Vraiment, je pense que Austin FC, ça va être très intéressant à voir cette année et j'ai très hâte d'aller voir sur un terrain d'MLS en avril. Exactement, moi aussi. Et donc, merci Anthony pour l'animation. Merci. Bonne journée à tous.